Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight! Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans la cage. Il est en feu, mesdames et messieurs! T'étais content de revenir au boulot, je pense. Très content. Samedi pour l'UFC Washington. On a eu vraiment un très bon. À part les 3 derniers combats, là, mais le reste, toute la carte, ça a été spectaculaire. On a eu des soumissions historiques aussi. On a eu des combats vraiment incroyables. Ben Baudouin, pas de côté. Merci encore une fois d'être avec nous pour cet autre épisode de Dans la cage. Beaucoup de choses à parler. Gros épisode aujourd'hui. Une heure très, très bien remplie, exclusivement dédiée aux arts martiaux mixtes. Comme je le disais, l'UFC qui était de retour après une petite pause. Là. Ça se passait du côté de Washington. On va faire le tour de cette carte-là avec Pat dans quelques instants. On va bien sûr parler de l'UFC 245, l'année 2019. À la télé, à la carte, va prendre fin de façon spectaculaire. Exact. Une des très belles cartes des dernières années, à tout le moins sur papier, avec 3 combats de championnat. On va faire le tour de cette carte-là. Puis tu sais, ces 3 combats de championnat-là, là, on les a mis parce qu'on avait peur qu'il y en ait un qui tombe. On s'est dit, s'il y en a un qui tombe, ben on nous en reste 2 ou quoi. Mais les 3 ont resté. Donc, là, pour nous autres, il reste la pesée. Là, mais... Il reste la pesée, là, mais tu sais, on regarde tous ceux qui sont sur la carte là, dans les combats de championnat du monde. Il n'y a jamais personne qui a eu de problème sur la pesée. Effectivement. Donc, on se croise les doigts, mais à date, à quoi, 4 jours de l'événement, les 3 combats de championnat sont encore intacts. Donc, ça risque ça va être une très belle soirée samedi soir. On va faire le tour, comme d'habitude, de l'actualité dans les arts martiaux mixtes. Répondre à quelques-unes de vos questions. Également, les gens qui nous ont écrit cette semaine sur les réseaux sociaux qui ont quelques questions. On va faire le tour de tout ça. Jairzinho Rozenstruik, si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous le connaissez. Cette fin de semaine, il a réussi, Pat, sa 4e victoire de l'année 2019 à l'UFC. 4 KO. Toute une année pour lui chez les poids lourds. Vous voyez sa photo, sa réaction après qu'il ait passé le KO à Alistair Overeem cette fin de semaine à Washington. Il restait 4 secondes. C'est ça, il commençait à être temps qu'il se passe quelque chose, oui. mais il s'est passé quelque chose. Est-ce que... OK, tu retiens quoi de ce combat-là? Le KO assez brutal, surtout lorsqu'on regarde le visage d'Alistair Overeem, ou le fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant 4 minutes 56? Aucun de ce que tu viens de me nommer, je retiens de ce combat-là, c'est que Alistair Overeem a la chienne maintenant de se battre. Il s'est collé tout le long. Il a peur maintenant d'échanger coup pour coup. Il sait que son menton, il n'est plus ce qu'il était. Même s'il revenait de 2 victoires par KO, il avait peur d'échanger avec Rozenstruik. On l'a vu tout le long. Il l'a collé. Avant, on le voyait, il lançait des coups de pied, il travaillait avec les coups de genoux dans le clinch. Là, il a essayé de lutter. Il n'est pas mauvais au sol, mais c'est pas un lutteur extraordinaire. On a vu au sol aussi Rozenstruik qui est assez débutant, là, on va se le dire. Ce qui l'aide, c'est vraiment sa force brute, sa puissance. Exact. Puis à la fin, ben là, c'est ça. Overeem commençait à être fatigué, travailler au corps à corps, mais ça a été un combat pénible, on va se le dire, à regarder là, pendant 4 rounds et demi. Il commençait le temps qu'il se passe quelque chose. Rozenstruik était... On se demandait s'il était capable de faire plus qu'un round ou 2 parce qu'on ne l'avait pas vraiment vu dans l'UFC. Là, on sait qu'il est capable de faire 5 rounds. Mais en même temps, il n'a pas lancé grand-chose. Donc, puis il s'est pas battu contre un gars qui voulait échanger contre lui. Donc, jusqu'à la fin, il est en train de perdre le combat parce qu'il faisait pas grand-chose. Il n'y a pas de qualité athlétique de lutte ou de sol. Lui, c'est debout en face de l'autre. Il a un palmarès incroyable en kickboxing. Mais au niveau du combat debout, oui, il est dangereux. Mais le reste, c'est assez débutant, puis on l'a vu. Et... Overeem, ben, c'est ça. Il s'est fait pincer à la fin, mais il n'a jamais voulu échanger coup pour coup avec. Il n'a jamais voulu échanger debout. Pas coup pour coup, mais debout avec. Moi, c'est ça que je retiens de ce combat-là. Overeem avait peur, sans bon sens, de rester debout avec Rozenstruik. Bon, je disais, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 4 minutes 56. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 24 minutes 56 parce que c'était, vu que c'était la finale de la soirée, un combat de 5 rounds. Et Rozenstruik qui est venu à bout d'Overeem à la toute fin du 5e round. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu,
Là, on vous montre pas de photos là, parce que honnêtement, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. C'est ça. Tu vois ses dents, c'est vraiment fait ouvrir le. Overeem avait la lèvre complètement déchirée. Jusqu'au nez, là. Ouais. Et puis, donc, ça ajoutait en fait au spectacle là, ou à l'aspect spectaculaire de ce combat-là, c'est que c'est un coup de poing, merci, bonsoir. En fait, ça a été une combinaison. Le gauche-droite, merci, bonsoir. La lèvre, au ralenti, on voit la lèvre d'Overeem complètement éclatée. Et puis, il y a certaines personnes qui disent que Dan Miragliotta a peut-être arrêté ça trop rapidement. Parce que tout de suite, Rozenstruik s'est retourné, a levé les bras dans les airs. Mais rapidement, Overeem s'est relevé, mais on voyait qu'il était ébranlé. Mais il restait juste 4 secondes. Ouais, mais dans ce gars-là, Miragliotta a fait une job de merde, on va se le dire. Là, vraiment, ça n'a pas été sa soirée. Dans 2 combats, c'est vraiment limite sur qu'est-ce qu'un arbitre peut faire, même si ça se fait pas. On va en reparler tantôt. Dans ce combat-là, il y a eu trop d'hésitation. Puis c'est pas parce que le KO était... Tu sais, il aurait pu arrêter le combat quand il s'est fait pincer. Mais là, il est arrivé... Il a touché à Rozenstruik, mais sans vouloir arrêter le combat, il a touché. Là, après ça, hésitation, il a vu Overeem se relever. Puis là, Overeem était chambranlant. Puis là, il a arrêté le combat. Ça marche pas. C'est pratiquement s'il a arrêté le combat en voyant que Rozenstruik pensait avoir gagné et se retournait comme un walk-off knockout, là, comme on dit. Exact. Il s'est fait influencer par Rozenstruik, sauf qu'il n'a pas arrêté le combat. Quand Overeem a touché à terre, après le coup de poing, il a arrêté le combat. Rozenstruik s'en allait, il a vu Overeem s'élever, chambranlant un peu. Mais ça ne veut pas dire que le combat est fini. Il reste 4 secondes. L'arbitre n'est pas supposé de se faire influencer par le temps qui reste. C'est correct. Sauf que c'était pas un bon arrêt. C'était vraiment pas un bon arrêt de l'arbitre. Il reste que, écoute, c'est pas de la faute à Rozenstruik, c'est pas de la faute à Overeem, c'est de la faute à Miragliotta qui n'est pas à sa première bourde, on va se le dire. Et un autre, là, on va en parler tantôt, Struve contre Rothwell, une job exécrable d'arbitrage là-dessus, c'est incroyable. Donc, ça n'a pas été sa soirée, mais il reste que le coup de poing était donné pareil. Ouais. Donc, est-ce que ça aurait changé quelque chose? On ne le saura pas, sauf que c'était pas une bonne job d'arbitre, c'était pas un bon arrêt. L'arrêt aurait été dû faire tout de suite lorsque Rozenstruik s'est en allé, mais pas après. Je veux dire, il est plus là. Il y a eu comme un 2 secondes d'hésitation. Exact. De trop, parce que s'il se lève, Overeem, puis il est chambranlant, mais là, Rozenstruik est rendu dans le milieu. Là. Tant qu'il revienne, les 4 secondes sont passées. Overeem gagne le combat. Ben oui, parce que c'est important de le mentionner. Overeem avait gagné 3 rounds. 3 rounds sur 4. Il y avait 2 juges sur 3 qui avaient donné le 4e à Rozenstruik. Mais c'était unanime que Overeem avait gagné les 3 premiers rounds. Donc, c'est ça. S'il réussissait à survivre les 4 secondes restantes, si Miragliotta n'arrêtait pas ce combat-là, c'était une victoire d'Overeem. Mais là, ça change complètement la donne là, au niveau du futur de la division des. Ben oui, parce que là, Rozenstruik s'en allait vers sa première défaite en carrière. Puis c'était un combat ordinaire. Puis, tu sais, c'était pas un. C'était un combat plate, là, on va se le dire. On s'attendait vraiment à plus de feux d'artifice que ça. Puis il y en a un qui ne tentait pas de se battre. Puis l'autre, avec son talent limité en arts martiaux mix, je parle, pas au niveau de jeu du combat debout, ça a donné ce genre de combat-là. Donc, à la fin du combat, donc je le disais, 4e victoire de Rozenstruik cette année à l'UFC. C'est la 2e fois qu'il mettait au défi Francis Ngannou. Bon, la fois précédente, ça s'est pas concrétisé, mais on regarde ça, là, et là, je regardais les classements. Il était 14e, Rozenstruik, avec cette victoire contre Overeem, a fait un bond de géant. Il est rendu à égalité au 5e rang avec Derek Lewis, un bond de 9 positions. Et on regarde Ngannou qui est 2e. 2 contre 5 pour un combat éliminatoire pour la ceinture, je pense que c'est la chose logique à faire. Oui, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on va faire la trilogie, Miocic puis Cormier? Là? Mais là, on parle que oui, mais là, on ne sait pas quand. C'est peut-être en avril même, ça peut aller très loin. Donc, il faut que les poids lourds restent actifs. Ouais. Mais je veux juste te dire, là, si on sait, Rozenstruik, c'est lui qui a remplacé Walt Harris. Walt Harris, là, il aurait démonté Overeem. Là. Overeem serait battu de cette façon-là. Là. Oublie ça. Walt Harris aurait passé à travers. Là. Walt Harris est un bien meilleur.
un bien meilleur All lutteur. around. Mais probablement qu'Overeem n'aurait pas eu le même plan de match contre Harris. Mais je sais pas. Harris, c'est quand solide aussi. Là, presque toutes ses victoires sont... Mais tu veux pas aller au sol contre lui non plus, non? C'est pas un excellent lutteur, Walter Harris? Il est meilleur que Rosenstruck, c'est sûr. Mais pour revenir à Rosenstruck, tout le combat, il donnait un coup à fois. Puis là, aussitôt qu'il va combiner, il va toucher la cible parce que toutes les fois qu'il rentrait à l'intérieur, Overeem se cachait la tête dans les mains puis il regardait plus ce qui se passait. L'uppercut était disponible. Puis la seule fois qu'il a fait une combinaison, 4 secondes, il reste au combat, paf, il pogne, c'est fini. Donc, est-ce que... J'ai comme l'impression que Rozenstruik, oui, il a gagné, mais c'est ça, on a vu ses faiblesses, on a vu les points qu'il doit travailler, puis est-ce qu'il est prêt vraiment, juste avec sa puissance, à affronter des gars comme Ngannou, Cormier peut-être, Stipe Miocic, et des Walt Harris de ce monde, entre autres. Là. Clairement pas Miocic ni Cormier. Les gars, ces deux-là, c'est des bons lutteurs. Ngannou, c'est un gars qui va rester debout. Il va essayer de le knocker. C'est ça son style. À moins qu'il ait vraiment changé son style dans son entraînement. Ce qui m'étonnerait, c'est ça qui a fait son pain et son beurre. On s'entend, là, sa puissance. Donc, un combat face à Ngannou beaucoup plus prenable pour Rozenstruik maintenant que contre Cormier ou Miocic qui vont. Ils ont quand même un IQ de fighting. Là, ces deux combattants-là, ils vont lutter puis ils vont être capables de faire de quoi avec ce que Overeem n'a pas été capable de faire. Et on a parlé à Cyril Gane la semaine passée. Tu regardes les combats de Cyril Gane puis tu regardes les combats de Rozenstruik. Oui, les deux ont des débuts fulgurants à l'UFC. Mais le style est différent. La rapidité d'un Cyril Gane chez les poids lourds versus Rozenstruik qui, oui, ça frappe. Oui, c'est des coups de massue, mais des coups de massue qui n'arrivent pas si vite que ça. Donc, je pense que on en a parlé la semaine passée, puis je réitère, après avoir vu Rozenstruik cette fin de semaine, je pense que Cyril Gane n'aurait peut-être pas l'air fou, puis il serait peut-être capable de tirer son épingle du jeu. T'as bien beau avoir la puissance que tu veux, mais si tu frappes dans le vent, c'est ça. Si le gars n'est pas là pour que tu le frappes, ça, la grande force de Cyril Gane, in and out, il rentre à l'intérieur, rapide, s'en va, travaille en angle et utilise toutes les armes de son corps. Il utilise ses jambes, utilise ses poings. Il est très versatile au niveau du combat debout. Moi, Cyril Gane, pour moi, je le vois en 2020, là, d'après moi, il va tomber dans le top 3. Puis je vois, si ça continue bien comme ça, fin 2020, title fight, dans les poids lourds, on sait que ça peut aller super vite. C'est ça. Puis c'est une nouvelle génération, on en a parlé souvent. Une nouvelle génération des combattants qui arrivent, des poids lourds comme ça. Cyril Gane, gros bonhomme, athlétique, rapide, léger sur ses pieds. Moi, c'est ça que je vois. Et pour terminer là-dessus, très belle. Rozenstruik est le seul combattant du Suriname à l'UFC, bien sûr. Ouais. Petit pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Et on a vu une photo ce matin à son arrivée à l'aéroport là-bas, dans son pays. L'accueil qu'il a reçu là-bas, c'est vraiment la grosse vedette de ce pays-là. C'est le ministre des Sports aussi. Oui, c'est ça, on en a parlé. C'était beau à voir. C'est beau à voir comment un pays, comment une personne, un athlète, grâce à ses performances sportives et ses exploits, peut rallier des gens comme ça. C'était un beau petit vidéo, si vous avez la chance d'aller voir ça sur les médias sociaux de M. Jairzinho Rozenstruik, un nom à retenir malgré tout, parce que quand même, on va lui donner, il a passé un KO. Non, écoute, il a gagné, c'est good for him. La demi-finale, c'était un combat chez les 115 livres, donc poids paille, entre Cynthia Calvillo et Marina Rodriguez. On va pas passer 15 minutes là-dessus parce que c'était vraiment pas un bon combat. Ça a été nul. Il y a eu 2 combats nuls en fin de semaine, en fait. Ça a été le deuxième. Ouais. Puis ça aussi, là, ça a été... honnêtement, il n'y a aucune de ces filles-là qui est capable qui mérite d'être dans le top 5. Là. Pas du tout. Premièrement, Calvillo fait 2 fois qu'elle manque le poids. À 115 livres, à un moment donné, il va falloir qu'elle se réveille autour d'elle. Elle va peut-être remonter à 125 livres aussi. On parle pas d'une livre 2, on parle de 4 livres et demi. Là. À un moment donné, tu peux l'échapper, là, mais là, elle l'a pitché à terre. Elle n'était pas proche. Puis Rodriguez, c'est une fille c'est son deuxième combat nul en 4 combats à l'UFC. C'est ça. Elle est arrivée avec un gros bagage, mais elle reste encore invaincue. C'est vrai. Toujours invaincue. 2 victoires, 2 nuls. Je pense que Rodriguez a fait démonstration. C'est une bonne striker. Là. Elle est capable de tirer son épingle du jeu à ce niveau-là, mais une fois que ça est allé au sol, au 3e round, on a vu que Calvillo était dans le Calvillo a eu ses chances, mais peut-être s'est réveillé un petit peu trop tard. Mais écoute, c'est ça. C'était 10e contre 9e. Ça a donné ce genre de combat-là dans cette catégorie de poids-là.
Et probablement que ces deux filles-là vont... En fait, les nouveaux classements sont sortis, je vais aller voir. Bon, ça ne changera pas grand-chose. Ça n'a pas changé du tout. Ben non. Ça n'a pas changé du tout, donc... tout ça pour ça, comme on dit. C'est ça. Tout ça pour une nulle. C'est ça. Bon, parlons-en. Ben Rothwell, on en a glissé un petit mot. Le Ben Rothwell contre Stefan Struve. Duel de poids lourd de deux vétérans. Stefan Struve qui revenait il avait pris sa retraite. Là, il parlait de tout ça pour ça. Là, c'en est un là, qui va se dire mais pourquoi j'ai décidé de revenir à l'UFC? Parce que bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu 2 coups dans les parties. Puis c'était pas franc. Je sais, je t'ai écouté. Je ne me ferais pas d'amis sur ça. J'ai écouté Pat. Ceux qui ont écouté Pat, vous avez entendu ses réactions lorsqu'il a vu les reprises. Il a dit bon, oui, c'est pas loin de la région, mais en même temps, c'est pas directement sur la coquille. Et puis c'est vrai, là, on voit que ça frappe un petit peu la cuisse. Tu sais, j'ai aucun problème que tu prennes du temps. C'est vrai, c'est un coup illégal. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que le premier coup, là, il a pris 6 minutes. Là. On l'a compté, là, pas 5, il a pris 6 minutes. Alors que c'est 5 normalement. Écoute, il se roulait à terre comme si il avait arraché une jambe. Là. À un moment donné, tu portes une coquille pour une raison. Il y en a qui disent ouais, peut-être qu'il y avait une testicule qui était mal placée ou la coque. OK, à un moment donné, là, c'est assez. Là, il roule à terre comme un joueur de soccer. Là. C'est très, très rare que des coups dans cette région-là que les combattants vont prendre 5 minutes au complet. Exact. La plupart du temps, ils se relèvent puis ils font comme OK, prends ton souffle, 2-3 grands respires, merci, bonsoir, on est prêt à recommencer. Là, lui, il a pris 6, c'est ça? Exact. Et ça, c'est arrivé au premier round et c'est arrivé malchance au deuxième round, le même genre de coup. Ouais. Et encore une fois, la réaction de Struve était comme on sentait qu'il souffrait. Il faut lui donner le bénéfice du doute. Ça faisait probablement très mal. Parce que c'est un coup illégal. C'est correct, ça. Puis on a enlevé un point à Rothwell. C'est correct. Puis écoute, il aurait pu prendre, par exemple, la voie facile. Il aurait pu dire OK, ça fait trop mal. Il y aurait eu une disqualification, il serait parti avec la victoire. Ça, là-dessus, il faut lever notre chapeau. Il est resté dans le combat. La foule a aidé aussi un petit peu. La foule, c'était écœur. Là, quand il se penchait, il se relevait. La foule était là-dedans. C'était vraiment comique d'entendre ça. Mais ce qui est arrivé avec Miragliotta, qui était encore une fois l'officiel, explique qu'est-ce que Miragliotta a fait. Le deuxième coup, il est à terre. Miragliotta s'en va voir Struve. Il reste quelques secondes, je pense, au round. En tout cas, il restait un petit peu moins d'une minute, 1 minute 15, je pense. Exact. Ça va voir Stefan Struve et il lui dit clairement, avec ses mots, il dit écoute, tu veux-tu continuer? Il dit il reste pas beaucoup de temps au round. Il dit t'as probablement gagné les 2 premiers rounds. Il dit après ça, même s'il gagne le troisième, tu vas gagner, je vais y enlever un point aussi. Clairement, c'est ça qu'il a dit. L'arbitre a dit ça à un combattant. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas influencer la décision d'un combattant. Tu peux pas influencer le résultat d'un combat. Tu peux pas interpréter comment les juges ont vu. Exactement. Imagine Struve, là. Il s'assoit là-dessus, il comprend, là, puis là, il décide d'aller prendre plus ça mollo, par le troisième round, puis 3 juges ont donné finalement le premier round à Rothwell. Hey, tu peux pas faire ça. Puis en plus, c'est un conflit d'intérêt. Tu peux pas. Tu peux pas coacher un combattant. Tu es supposé être impartial. L'arbitre est supposé être impartial. Il se dégage. Un observateur complètement externe. Exactement. Donc ça, puis écoute, ces réseaux sociaux, ça a explosé après. Là, avec ça a raison. été, vous en avez parlé, toi, Jean-Paul. Vous avez essayé de comprendre ce qui venait de se passer, puis expliquer que, mon Dieu, on n'a jamais vu ça, puis c'est pas normal. J'ai écouté les commentateurs américains, Daniel Cormier et Paul Felder et John Anik ont eu sensiblement la même réaction. Ils ont pris ça en riant un petit peu au départ, comme ils ont genre fait, mais il vient-tu vraiment de dire ça? Puis John Anik expliquait que Miragliotta essayait de cacher son micro pendant ce temps-là, de couvrir son micro, mais on a entendu quand même qu'est-ce qu'il a dit, donc c'est encore pire parce que ça te donne un peu ça te dit que Miragliotta était conscient de ce qu'il disait, ça n'avait pas sa place, puis essayait de le cacher puis de le faire un petit peu en dessous de la table en voulant dire... Alors, c'était spécial, donc je sais pas s'il va être réprimandé pour ça ou quoi, mais clairement, c'est ça. Que ça se fait pas. Puis de toute façon, là, il s'est relevé, Struve, puis là, quand t'as enlevé un point à Ben Rothwell, t'enlèves pas des points à Ben Rothwell. Tu fais pas ça. Ben Rothwell a dit, on va arrêter de niaiser. Il a ouvert la machine, puis écoute, on sait le menton à Struve, là, il est pas très, très solide. Là. Mais il a passé le knockout, puis en même temps, Rothwell a fait ce qu'il avait à faire. T'as bien beau dire, Rothwell, il a fait ça, mais écoute, il s'est pas fait disqualifier, il s'est fait enlever un point. Écoute, il y a eu une faute, puis à sa défense, puis je dis pas que c'est correct, mais à sa défense, là, le gars mesure 7 pieds. Là.
C'est sûr que tu as un ajustement à faire quand tu lances tes coups de pied. Ça reste un coup légal. Je ne l'excuse pas. Mais, tu sais, c'est un peu plus compliqué de lancer des coups de pied à l'intérieur de la jambe ou au corps. Peut-être qu'il visait le corps, je ne sais pas. Mais, tu sais, je dis, c'est un géant. Les deux n'étaient pas sur le même palier. Exact. Là, Donc, écoute, Rothwell a fait ce qu'il avait à faire. Il est rentré, il a passé une knockout. Puis c'était clairement 2 fois intentionnel. Puis la deuxième fois, tu voyais qu'il s'en voulait vraiment. Là. Rothwell, tu le voyais dans sa réaction. Donc, tu sais, c'était rien d'intentionnel. Mais ça restait vraiment un combat bizarre du début à la fin. Très bizarre. Puis finalement, Rothwell qui s'en va avec la victoire à la toute fin du deuxième round. Lui, il a mené, c'est ça, comme tu dis, ouvert la machine. Et puis Struve. Parce que j'étais un peu mi figue, mi raisin là, avec le Struve. Là. Sa réaction au coup de pied était beaucoup trop exagérée. En même temps, je suis qui pour juger? Moi, peut-être qu'il a eu mal pour vrai, mais écoute, j'ai déjà passé par là. Ça fait mal. Saisis-toi. Je veux dire, en tout cas, je trouvais sa réaction exagérée. En même temps, je lève mon chapeau parce qu'il aurait pu prendre la sortie facile, puis s'en aller, puis dire qu'il n'est plus capable de disqualification de Rothwell. Donc, voilà, avec tout ça, victoire de Ben Rothwell. Et est-ce qu'on reverra Stephen Struve? Est-ce que ce sera une deuxième retraite ou est-ce qu'il va décider de continuer l'aventure? À suivre, mais Skyscraper, on voit que ça tire à sa fin, ça, c'est pas mal sûr. Aspen Ladd contre Yana Kunitskaya. 5e Aspen Ladd. Kunitskaya qui était également classée très haut chez les 135 livres féminins. Et là, elle voulait se remettre de cette fameuse défaite contre Germaine de Randami. Ouais, défaite controversée. Ça a été très tôt là, un KO très rapide au premier round. Et puis, bon, les gens disaient que c'était peut-être un peu trop rapide. Peut-être que Ladd aurait pu continuer. Là aussi, un combat assez ordinaire, assez lent. On s'étudiait beaucoup. Mais dans le coin d'Aspen Ladd, entre le deuxième et le troisième round, elle avait besoin de se réveiller. Elle avait vraiment besoin de se réveiller parce que son coach a commencé à utiliser les bons mots, en tout cas, puis il a eu le bon ton de voix, là, parce qu'elle a commencé le troisième round en Lyon et puis elle a réussi à terminer ça. Alors, c'était un wake-up call, pas à peu près, puis ça a marché. Mais tu sais, les gens se demandent des fois à quoi ça peut servir, les coachs. Faire des ajustements techniques durant un combat, ça va tellement vite, puis avec l'adrénaline, la fatigue, tout ça, c'est difficile. Mais on a vu là, un exemple de... À quoi ça sert un coach dans le coin durant un combat? Oui, mais quand ça marche pas pendant 2 rounds, puis tu vois que ton combattant il est endormi, puis il écoute pas ce que tu lui dis, puis il est pas capable d'allumer, maintenant, il faut juste que tu le shake-up. Puis tous les combattants sont différents. Il y en a que tu peux pas crier après. Tu vas lui parler, puis moi, j'étais ce genre-là. Nous autres, c'était tout le temps calme. Jamais personne il m'a donné des claques d'en face, m'a réveillé, parce que ça marchait pas avec moi, ça. Mais il y en a d'autres que ça lui prend ça. Ça lui prend un shake it up, une petite claque sur la tête, comme même, sans... juste pour... Il y en a qui ont besoin de ça. Fait que c'est important que les gars de coin connaissent bien avec qui ils travaillent. Puis là, ben ça a bien l'air sans marcher. Puis c'est ça que ça apprenait à Aspen Ladd parce que c'était très ordinaire avant ça. Elle avait essayé à la fin du premier round, mais complètement hors de contrôle. Elle avait la position dominante, mais frappait beaucoup, frappait énormément, criait comme une déchaînée, mais faisait aucun dommage là, parce qu'elle faisait ça de façon... hors de contrôle, là, comme je dis. Mais là, au troisième round, lorsqu'elle a réussi à envoyer Kunitskaya au sol, son ground and pound était beaucoup plus efficace. On a vu que Kunitskaya est complètement débordé. Et là, avec tout ça, ben, on se parle aujourd'hui, 2 jours plus tard, et Aspen Ladd a intégré le top 3 mondial. Est passé de la 5e place à la 3e place. Et là, on regarde le classement. Ketlen Vieira, qui est 2e, va se battre, elle, cette fin de semaine, contre Irene Aldana. Mais tu mettrais-tu Aspen Ladd contre Amanda Nunes? Non. Voyons donc. C'est ça. Il y a tellement un gap entre Amanda Nunes et les autres, même si là, c'est Germaine de Randami qui va se battre contre Amanda Nunes. Je suis sûr qu'elle va traverser, elle va passer à travers. Là. Même si c'est une combattante qui est debout, Amanda Nunes est ben trop dominante là, pour cette catégorie de poids-là. C'est la seule fille que je vois à l'UFC présentement capable d'en donner le moindrement pour son argent. Et elles se sont déjà battues, c'est Valentina Shevchenko. C'est ça. Puis elle a perdu 2 fois. 2 fois. La deuxième fois, c'est serré, mais... C'est ça. Mais non, on est d'accord. Mais Nunes, depuis ces 2 combats-là, a tellement pris un step. Oublie ça. Là. Mais tu sais, c'est ça. Là, Vieira va se battre, elle est 2e. Peut-être qu'on pourrait faire... Parce que là, il ne faut pas oublier que Nunes a 2 ceintures à défendre. Elle va défendre celle des 135. Peut-être que son prochain combat sera à 145 livres s'il y a une des filles qui sortent. Là, on ne le sait pas trop, mais tu sais, peut-être qu'on aurait le temps de faire un combat... Vieira, dépendamment comment ça se passe cette fin de semaine pour elle, contre Aspen Ladd, ce serait peut-être intéressant pour savoir qui aura la chance
chance d'affronter Amanda Nunes la prochaine oubliez fois. ça, 145 livres, ça n'existe plus. C'est fini. Là. Mais elle voulait la défendre. Ouais, mais contre qui? Ben, elle voulait contre Darren Demi. Au début, ils ont eu des discussions pour le faire à 145 livres. Ouais. Apparemment que c'est Darren Demi qui ne voulait pas. Donc, puis là-dessus, elle a tout à fait raison. Tout à fait raison. Il n'y a aucun avenir à 145 livres d'aller rechercher la ceinture à 145 livres. Et elle, c'est normal qu'elle voulait pas 145. Elle a eu la ceinture à 145 livres, elle se l'est fait enlever sans perdre un combat. On s'entend, parce qu'elle voulait pas se battre contre Cyborg. Sauf qu'elle l'a eu déjà, puis elle sait bien que cette division de poids-là n'a aucun avenir. Donc, c'est bien plus intelligent pour elle de s'en aller à 135 livres. Puis là-dessus, ben, Kim, je suis bien de son côté. Là. Elle a bien raison. Faut parler, avant de passer justement à l'UFC 245, de Yadong Song contre Cody Stamann. Ça a été notre deuxième combat nul de la soirée. Ouais. Yadong Song qui a, ben, selon moi, perdu ce combat-là, en fait. Puis là, Cody Stamann, en fait, ça a été ça tout de suite. Ça n'a pas pris 1 heure. Il a dit « Je me suis fait voler et je veux réparation. » Et tout ça, tu es d'accord avec sa vision? Hein? Moi aussi, je pense qu'il s'est fait voler. Même Song, à la fin, il a regardé, il était de même. Ouais. Même lui, il n'était pas d'accord avec la décision. C'est vraiment une décision bizarre. Stamann a gagné ce combat-là pour moi à cause qu'il a réussi, je pense qu'il a réussi quelque chose comme 6 takedowns, 6 amenés au sol, Cody Stamann. Ouais, mais il s'est pas fait toucher, vraiment. Il s'est pas fait ben, tu sais, si tu prends juste le département boxe, je pense que Song a été peut-être plus efficace si tu prends les 15 minutes du combat, mais jamais assez pour compenser pour les 6 amenés au sol. Là, non. C'est un vol. Pour vrai, c'est juste un vol. Puis c'est ça, le volume de coups n'était pas assez présent. Oui, peut-être plus précis. Puis je regardais, oui, au niveau du striking, là, dans les statistiques, Song avait des meilleures statistiques dans les 2 premiers rounds. Et puis là, il faut dire qu'il a perdu un point aussi, Song, au premier round pour un coup de genou illégal. En plus. Non, c'est un vol. Ouais. Sauf qu'on va prendre du côté positif pour Song. Pour Stamann, il n'y a pas de côté positif dans ce combat-là. Il s'est fait voler. Mais du côté de Song, ben, il a 22 ans. Là, il s'est battu contre un gars qui est dans le top 10 mondial. Il sait maintenant c'est quoi le niveau d'un top 10 mondial. À 22 ans, il a le temps de faire les ajustements nécessaires et revenir en force et s'établir comme une puissance dans cette catégorie de poids-là. Il a vraiment le temps, il a du talent. Pour lui, c'est super bon qu'est-ce qui est arrivé. Il a vu c'était quoi le calibre du top 10. Maintenant, il sait quoi faire. Ouais. Et on continue de fonder beaucoup d'espoir en lui pour devenir une autre vedette. On en parle souvent du marché de la Chine, mais lui, c'est un gars qui va beaucoup aider la compagnie à percer le marché chinois s'il peut réussir à continuer de gravir les échelons et de faire un bon bout de chemin à 135 livres. Pat, tournons-nous maintenant vers le week-end prochain. Ce samedi, ce sera l'UFC 200. Attends, il faut parler du Twister. Ah, t'as raison. Fallait pas oublier le Twister. Comment ça, j'allais oublier ça. Faut que je te le dise. Chapeau à ce gars-là, à ma droite, qui, durant que ça arrivait, a tout de suite vu la manœuvre, a tout de suite dit... Il veut aller chercher le Twister, il va aller chercher le Twister. Le Twister, c'est une torsion complète du corps. Là. Exact. Est-ce qu'on avait vu ça seulement 2 fois à l'UFC? Puis non seulement il a vu la manœuvre, mais il a tout de suite dit... La dernière fois que c'est arrivé, c'est telle date, c'était en 2011. Chan Sung-Young contre Garcia. Il a tout nommé ça, tu sais. C'est quoi l'encyclopédie? Comment ça, tu te rappelles de ça? Écoute, je me souviens de bien des affaires qui ne me servent à rien dans la vie. Puis ça, ça t'a servi à quelque chose, quand même. Là, ça m'a servi. Même, j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Puis merci beaucoup à ceux qui communiquent des choses. Puis bon, on a vraiment... merci beaucoup. Le monde a vraiment apprécié ça. Puis ils trouvaient ça vraiment débile que pendant que ça se passait, j'ai nommé que je me souvenais qui avait fait ça. Mais c'est ça. Ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans. Puis c'est la deuxième fois que ça se passait dans l'histoire. Puis la première fois, c'était Chan Sung-Young qui avait passé ça en 2011 face à Garcia. Puis je m'en souvenais. Parce que Twister, c'est tellement rare que ça arrive. Puis cette année, on a vu des soumissions tellement rares. On a vu 2 sous-lèvres stretch. On a vu un Peruvian necktie. Ouais, la cravate péruvienne, c'est la deuxième fois aussi. Ça, c'en était une aussi que tu avais réussi à prédire à voir. Puis le Twister. Donc cette année, on a été gâtés par des soumissions qui ont été très, très rares dans l'histoire. Et ça, on l'a vu quand ça s'est dessiné. Je l'ai vu tout de suite. Puis en même temps, c'est dur pour moi de croire que ça se passe parce que c'est tellement... On dirait qu'il faut que tu tombes là, dans cette position-là. C'est dur d'aller chercher, de partir d'une position puis vouloir penser OK, je vais faire le Twister. C'est très, très compliqué. Là. Donc, il est tombé dans une position avantageuse. Il a eu la vitesse d'esprit de voir OK, il est là. OK, il est là. Puis Twister, c'est pas un choke.
C'est pas une clé de bras, c'est pas une clé d'articulation, c'est de la douleur. C'est tout. C'est ça. Le bas du corps twist d'un bord, puis l'autre du corps twist de l'autre. Donc, c'est ça, mais écoute, chapeau à... C'est Bryce Mitchell, Tug Nasty, là, qui est allé chercher ça contre Matt Sales. Ouais. Et puis, il a dit, par après, j'ai vu ça sur... C'est Eddie Bravo, qui est un maître de Jiu-Jitsu, il fait des capsules sur YouTube. Il dit, c'est sur YouTube que j'ai appris cette manœuvre-là, quand j'ai vu que... Je pense qu'il a dit, j'ai toujours rêvé d'en faire une en compétition. Je la pratique, bien sûr, au gymnase, mais effectivement, que tous les éléments soient en place pour l'essayer durant le combat. Il a sauté sur l'occasion, il l'a pas raté. Là, donc un autre finaliste à la soumission de l'année, parce que comme tu l'as dit, il y en a eu des belles et des rares. Donc, quand on va faire notre émission de la semaine prochaine, qu'on va offrir nos prix de l'année 2019, là, on va avoir quelques soumissions à considérer. Parce que tu sais, le parallel necktie, oui, c'est pas arrivé souvent, mais c'est plus plausible à faire à cause de la position. Mais le twister, écoute, c'est une position que ça se peut pas. C'est dur de te placer de cette position-là. Il faut quasiment que tu tombes, puis là que tu le vois. Pour moi, twister est en avance sur la Peruvian necktie, mais bon, ça, c'est mon choix personnel. Ben, quelqu'un qui connaît venant de quelqu'un qui pratique le jiu-jitsu depuis plusieurs années, je pense qu'on faut qu'on le croie. Donc, c'est ça. C'était toute une manœuvre de Bryce Mitchell. Donc, parlons-en, Pat, de cette UFC 245 qui s'en vient. Mais juste avant, c'était la télé à la carte, le dernier événement à la télé à la carte de 2019. On va aller se mettre en appétit avec ce qui suit. UFC 245 qui sera diffusé à la télé à la carte à compter de 22h, 20h pour les combats préliminaires sur RDS2. Mais il faut parler de cette carte principale. Les 5 combats, c'est 5 combats vraiment incroyables. Et les gens disent que c'est la meilleure carte de l'année. On finit ça en force. Et je suis d'accord. Sur papier. Sur papier. Il faut toujours attendre. Parce que d'une part, il y a 3 combats de championnat. Donc, Kamaru Usman contre Colby Covington chez les mi-moyens. Max Holloway contre Alexander Volkanovski chez les poids plumes. Et Amanda Nunes contre Germaine de Randamie chez les poids coqs féminins. Ajoutez à ça José Aldo qui va faire ses débuts à 135 livres contre Marlon Moraes. Pas la santé. Non, c'est ça, on va en reparler. Peter Yan contre Uriah Faber. Yep. Donc, le vieux routier contre le jeune loup. Besoin d'être en forme. Il est en forme, à 135 Faber, livres aussi. C'est toute une carte principale qui s'en vient. Et je regardais les cartes. J'ai regardé les cartes de l'année 2019, les galas à la carte. Et celui qui s'en rapproche le plus, c'était l'UFC 239 au mois de juillet. C'était John Jones contre Thiago Santos, Amanda Nunes contre Holly Holm en demi-finale. Et c'est sur cette carte-là qu'il y avait également eu le fameux KO de Jorge Masvidal contre Ben Askren. Yep. Mais ça, on pouvait pas. C'était pas un combat de championnat, on pouvait pas le savoir que ça allait terminer comme ça avant que ça commence. Donc... Non, mais c'est pour ça que je te dis, sur papier, c'est tout le temps ça. Il y a des cartes qu'on voit des fois que c'est. Que finalement, ça a été tout un show. Là, ça a été tout un show, mais tu sais, quand on regarde sur la carte, OK, bon, on va la regarder, mais ça va être une petite soirée tranquille. Tu t'aperçois que c'était un show extraordinaire. Tu sais, oui. On s'entend, il y a des gros noms, c'est la carte principale. Ça serait supposé nous donner tout un show, mais il reste ça se passe dans l'octogone. C'est ça. Usman contre Covington. Usman, fiche de 15-1, 14 victoires de suite contre Covington, qui a une fiche de 15-1 également, qui a 7 victoires consécutives. Le problème, c'est que Usman, en 10 combats à l'UFC, en 10 victoires à l'UFC, 8 décisions, 1 KO et 1 soumission. Puis Covington, ses 5 derniers combats sont allés à la décision. Exactement ce que je m'en allais sur papier. Ce combat-là peut être d'une platitude incroyable. Comme ça peut devenir un feu d'artifice si les deux, ça le tente. Pour vrai, ça peut être vraiment un combat de lutte plate, qu'on se colle, puis on essaie de déterminer c'est qui. On bataille pour la position. Ça peut être ça, ça peut être très, très long, 25 minutes, endormant. Mais, tu
ça dépend aussi. Il y a tellement d'animosité entre les deux. Peut-être qu'on va décider de laisser ça aller, puis au début, d'ouvrir la machine. Je pense que ça serait une erreur, surtout du côté de Ousmane. Covington est habitué de se faire haïr, est habitué de se faire crier après. Il est correct avec ça. Du côté de Kamaru Ousmane, il va falloir qu'il fasse attention, pas se laisser leader par ses émotions, parce que Covington, il est bon pour te rentrer en dessous de la peau. Là. Il est bon pour te rentrer dans la tête. Il est bon pour te faire sortir de ton plan de match. Et c'est ça qu'il faut faire attention pour Ousmane. Encore là, moi, je pense que ça va être... J'espère que ça va être un bon combat parce que les deux, il y a tellement d'émosité puis le combat est tellement important. C'est pour vraiment aller déterminer le champion des 170 livres. Mais j'espère qu'on va vouloir se battre et qu'on va vouloir make a statement. En voulant dire, OK, là... pas aller chercher une décision safe juste pour dire OK, je t'ai battu. Vraiment aller là puis prouver que je suis meilleur que toi puis je t'ai planté. Puis maintenant, aujourd'hui, tu vas te la fermer puis c'est ça. Des deux côtés, c'est comme ça. Comment je vois ça? Comment je vois ça, c'est que, bon, on le sait, c'est deux excellents lutteurs. Est-ce que et Ousmane et Covington vont vouloir... vont avoir peur ou vont ne pas vouloir aller jouer dans la cour de leur adversaire en disant je suis pas sûr qu'aller au sol avec ce gars-là, ça va être payant au final, donc je vais essayer de le battre ailleurs, je vais essayer de prouver que dans l'autre aspect, le combat debout, je suis meilleur. Ça, c'est une des options. Sinon, l'autre option, ça va être non, au contraire, je sais que c'est un bon lutteur, mais je vais prouver que je suis un meilleur lutteur que lui, un peu comme Ousmane a fait contre Tyron Woodley. Moi, je pense a dominé Woodley. Donc, est-ce que Ousmane va essayer de faire la même chose avec Covington? C'est ta force, toi aussi, la lutte? Je vais te montrer que tu es de la petite bière à côté de moi. Moi, je pense que Ousmane est un meilleur lutteur que Covington. Je pense aussi. Covington est un très bon lutteur, mais je pense que Covington est un meilleur striker que Ousmane. Okay. À cause du volume de coups qu'il lance, à cause des combinaisons. Travaille toujours avec 4-5 coups, travaille en haut, travaille en bas. Extrêmement actif au niveau du combat debout. Donc, reste à voir si Ousmane va vouloir échanger debout. Mais Covington, là, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, là? On s'en fout. C'est un excellent combattant. Okay? Il est très, très bon. Il est capable de déborder ses adversaires à cause du volume, à cause de sa condition physique impeccable. Et ça, il faut vouloir que Ousmane s'en attende. Parce qu'il faut qu'il soit prêt à se battre pendant 25 minutes, la pédale dans le fond. Parce que Covington est capable de le faire, ça. Donc, ça dépend toujours où on va vouloir aller. Sauf que les deux, on les a pas vus souvent sur leur dos. On les a vus souvent sur le top. Quand ils sont sur le top, ils sont vraiment, vraiment solides. Des positions pesantes, travaillent bien en ground and pound. Ils se font rarement renverser ou ses adversaires se relèvent rarement aussi. Mais c'est ça. Est-ce qu'on va être capable d'imposer notre lutte à notre adversaire? Je répète, moi, je pense que Ousmane est un meilleur lutteur de Covington. Mais encore là, ils sont tellement prêts quand même au niveau des qualités athlétiques. Reste à savoir où est-ce qu'on s'en va avec la stratégie là-dedans. Parce que Covington s'est fait amener au sol à quelques reprises dans sa carrière à l'UFC. 3 fois par Rafael Dos Anjos et puis 2 fois contre Dong Yoon Kim. Bon, c'est sûr qu'il en a amené beaucoup plus au sol que lui s'est fait amener au sol, mais il y a peut-être une petite... je dis pas qu'il est vulnérable dans cet aspect-là, mais il s'est déjà fait amener au sol alors que Kamaru Ousmane ne s'est jamais fait... Dos Anjos, t'en souviens-tu comment il a fini le combat? Comment il saignait de partout. C'est pour ça que je te dis qu'au niveau du combat debout, très, très solide, là, Covington. Là, il travaille, il est précis. Donc, peut-être que Ousmane aurait intérêt à amener ça au sol. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Même si Ousmane s'est beaucoup amélioré avec son combat debout. Avant, c'était plus unidimensionnel. Là, vraiment, quand il se laisse aller, c'était un combattant plate, on va se dire. Avant, Ousmane, même s'il a un physique incroyable, super charismatique, mais écoute, il était plate. Là, on s'entend. Là. Puis là, depuis deux combats à peu près, là, il a décidé de se laisser aller les mains un peu plus, de mélanger un peu plus, pas juste être unidimensionnel. C'est ce qui fait que maintenant, il est pas mal plus excitant à regarder. Qu'est-ce qu'il va faire contre Covington? Est-ce qu'il va être capable de répondre à la pression de Covington qui va être dans son visage non-stop depuis la première seconde du premier round? Ça reste à voir. Qu'est-ce que tu penses rapidement des commentaires de Covington cette semaine qui a dit en entrevue que ces fameuses insultes qu'il a fait, ce fameux discours raciste, disons-le, contre les Brésiliens après sa victoire contre Demian Maia, a sauvé sa carrière parce qu'il dit l'UFC était prêt à me couper complètement.
il disait que j'étais plate. Je gagnais des combats, mais j'étais un combattant plate, justement. Il voulait me couper. Et là, à cause que j'ai fait cette promo-là, ben, ils ont dit, OK, ce gars-là, c'est un personnage, il va se faire détester, ça va devenir notre vilain, entre guillemets. Et puis, on va utiliser, et l'UFC le fait, on va réutiliser ces commentaires-là qu'il a fait aux Brésiliens ad nauseam pour essayer de vendre ses combats. Est-ce que tu le crois ou il en met peut-être un petit peu? Je pense qu'il en met un petit peu parce que de toute façon, quand il s'est battu ici à Ottawa contre Jonathan Meunier, c'est-tu à Ottawa, je pense? Il a pris le micro puis il a challengé Georges Saint-Pierre devant la foule canadienne. Là. Donc, tu sais, ça part pas du Brésil. Il a tout le temps été comme ça. Il reste que il a décidé d'accepter son rôle de vilain puis il l'a joué à 100%. Puis s'il est capable de vivre avec ça, ben good for him. Maintenant, tout le monde le connaît. C'est ça. Donc, le vilain contre Ousmane qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, à part des fois quand... Il est susceptible un peu, Ousmane. Ben Askren, il a réussi à le... Ils ne se sont jamais pris compte, ils ne se sont jamais battus, mais Ben Askren, avec ses petits commentaires un peu comiques, a réussi à le faire sortir de ses gonds déjà. C'est quand même... Non, mais c'est ça, je te dis, il est tellement impulsif et émotionnellement impliqué dans ce combat-là. Ouais. C'est ça qui est dangereux. Ouais. Pour Ousmane. Faut pas qu'il se laisse sortir de son plan de match puis se laisser rester dans la tête par Covington. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que même si tu penses que ça marche pas, il va tellement te taper ses nerfs que tu vas tout oublier, tu vas juste vouloir le soigner. Le temps file. Le combat qui mérite, qui sera selon moi le combat de la soirée, le Max Holloway contre Alexander Volkanovski, le champion. Max Holloway contre l'aspirant numéro 1 Volkanovski qui est un Australien. Holloway, 14 victoires de suite à 145 livres. Il a connu la défaite il y a 2 combats contre Dustin Poirier quand il avait tenté de monter à 155 livres. Mais Volkanovski, lui, c'est 17 victoires de suite, dont 7 à l'UFC. Et ça va rester debout. Là. C'est deux gars qui frappent. Volkanovski va essayer d'amener ça au sol, je pense. Que oui. Okay. C'est peut-être ta meilleure chance parce que Holloway, la boxe, c'est la portée aussi. La portée. Travaille toujours in and out, dur à toucher en contre-attaque. Il ne se fait pas toucher souvent en contre-attaque. Là. Il est toujours à sa distance à lui. On parle d'un gars de 5 pieds 11 face à un gars de 5 pieds 6. À un moment donné, c'est logique. La logique. Et en fait, Holloway travaille très bien avec ses attributs physiques. Oui, c'est ça. 100%. Volkanovski, extrêmement puissant, capable de rentrer à l'intérieur, fort physiquement. Moi, je me suis entraîné avec lui avant qu'il était à l'UFC en Thaïlande. Super bon gars, fort. Avec ce gars-là, il a déjà pesé 210 livres quand il joue au rugby. Là, à 5 pieds 6, c'est une roche. Là. Et puis, il est aussi fort qu'avant. On s'entend, même s'il se bat maintenant à 145, c'est une roche. Il n'est pas facile à bouger. Extrêmement puissant. Il mérite ce combat-là, on s'entend, là, parce que Holloway, il a fait le ménage partout. À 145 livres, il est resté un gars, mais c'est lui. C'est Volkanovski. Ben, on s'entend, il y a Moïcano aussi, mais Moïcano, il n'est plus vraiment là. Maintenant, on parlait de ça. C'est pas vendeur du tout. Mais Volkanovski, c'est lui qui mérite ce combat-là. Et j'ai hâte de voir ça. Il dit qu'il est prêt. Écoute, ça va faire... Moi, je pense que Volkanovski va vouloir rentrer à l'intérieur, va lutter, utiliser sa force physique, amener le combat à terre, travailler en ground and pound, ce qu'il fait très, très bien. Puis Holloway, mouvement, in and out, travailler sur sa portée, rester à sa distance à lui de frappe, puis s'en aller quand ça vient trop près de lui. Volkanovski, tu as raison, et a eu du succès là, par le passé avec les amener au sol, et plusieurs de ses victoires par KO, TKO sont venues du ground and pound en ayant la position dominante sur le dessus. Et effectivement, c'est un bloc de ciment, j'ai l'impression, Alex Volkanovski. Donc, si ça va au sol, c'est vrai que de par son physique, il va être difficile à déplacer là, pour Max Holloway. Mais difficile de miser contre Max Holloway, par contre. Tu dis, si Max Holloway est intelligent, OK, je pense qu'il l'est, moi, j'amènerais ce combat-là, j'essaierais d'amener ce combat-là le plus tard possible. J'essaierais, puis je comprends, c'est pas dans ma mentalité à Holloway. Là. Non. Sauf qu'il y aurait avantage à ouvrir la machine rendu au 4e round, je pense. Ça va être un terrain inconnu pour Volkanovski. Volkanovski, c'est son premier combat de championnat du monde, plus grosse carte de l'année, beaucoup de pression sur lui, 17 victoires de suite. Il va vouloir en mettre beaucoup au début. Donc, pour Holloway, peut-être les 2 premiers rounds, je jouerais un petit peu plus safe. Mais en même temps, jouer safe, ça peut devenir dangereux aussi. C'est ça. Donc, comme tu dis, c'est pas dans sa nature. C'est parce qu'il lance en volume, là, Max Holloway. Donc, c'est pas... Toujours en combinaison. Toujours en combinaison, toujours en volume. Donc, c'est ça. C'est pas dans sa nature de prendre ce safe, mais en même temps, se met pas en danger. Parce que c'est ça. Et un style peu orthodoxe réussit toujours à imposer son style, justement, là, bien souvent. Parce que, on regarde sa fiche, là. Contre Frankie Edgar, on se demandait...
Frankie Edgar, c'est un peu un gars qui a un physique similaire à Volkanovski, un gars qui va être capable un bon lutteur, qui avait intérêt à essayer d'amener ça au sol, à rentrer aussi dans la pochette, là, comme on dit, en combat rapproché, n'a jamais été capable de le faire vraiment contre Max Holloway. Donc, c'est rare. Holloway a déjà à son actif, à son tableau de chasse, un gars comme Jeremy Stevens, entre autres, des gars similaires à Volkanovski. Donc, il a l'habitude. Ben, Frankie Edgar, c'est pas mal le même shape que Volkanovski. C'est rare que je vais dire ça parce que Frankie Edgar, je l'adore. C'est un combattant que pour moi c'est une inspiration, ce gars-là. Mais il a fait un très mauvais combat face à Holloway. Il a pas. Peut-être qu'il voulait trop en faire. Il voulait pas décevoir la foule, je sais pas, mais il s'est pas battu comme lui, il aurait dû se battre dans ce combat-là. Il s'est battu comme Holloway voulait que lui se batte. C'est ça. Donc c'est justement ça que Volkanovski, il faut pas qu'il fasse. C'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, ça va être un petit peu un choc de style, un choc de technique, un petit peu peut-être. Donc, qui va être capable justement d'imposer son plan de match? Ce combat-là, la demi-finale, Holloway contre Volkanovski. Un combat qui risque d'être fort intéressant. Troisième combat de championnat qui sera présenté, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est Amanda Nunes contre Germaine de Randamie. Qui va pouvoir arrêter Amanda Nunes? Et tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Depuis son deuxième combat contre Shevchenko, elle est inarrêtable et elle a pris, je pense, un niveau de confiance là, qui... Peut-être même que ça doit venir de Ronda Rousey. Je veux dire, tu bats Ronda Rousey de cette façon-là, et là, ça fait en 2017, si je ne me trompe pas. Elle a complètement dominé ce combat-là, alors que plusieurs disaient, Ronda, c'est Ronda. Après ça, tu bats Shevchenko de façon difficile, mais quand même. Et là, ce qu'elle a fait après ça avec Cyborg, ce qu'elle a fait après ça avec Holly Holm, tu te dis, cette fille-là, c'est pas pour rien que les gens disent qu'elle est la plus grande combattante de tous les temps. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être d'accord avec cette affirmation-là. On la connaît beaucoup comme une qui frappe solide, mais c'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien aussi. Là. Elle est vraiment complète. Puis, écoute, est-ce que Germaine de Randamie va être capable de se donner du trouble? J'ai de la misère à dire oui. Écoute, je sais pas. Je sais pas qui va. Ça dépend. Moi, je pense tout le temps que ça dépend d'Amanda Nunes. Comment elle va prendre ce combat-là? Ouais. Si elle prend ça trop à la légère, on ne sait pas. Je pense pas. Mais écoute, je pense que c'est elle qui va décider comment le combat va aller. C'est ça que je pense. Sans rien enlever à Germaine de Randamie, c'est une combattante qui est quand même assez unidimensionnelle. C'est une fille de debout, qui n'a pas une super grosse force de frappe, qui travaille bien, mais qui n'est pas très rapide. Quand elle va goûter au premier power punch de Nunes, d'après moi, elle va s'asseoir sur ses talons, puis ça va être une question de temps. Ouais. Non, Amanda Nunes, je pense que c'est ça. C'était en septembre 2017. Valentina Shevchenko contre Amanda Nunes, une décision partagée. Depuis ce temps-là, Nunes, KO rapide, KO 5e round quand même contre Raquel Pennington, mais KO rapide contre Chris Cyborg et KO rapide au premier round contre Holly Holm. Non, mais tu t'en souviens contre Ronda Rousey, c'était en 2016, décembre 2016, 48 secondes seulement. Tu t'en souviens contre Pennington, ce combat aurait dû être arrêté au 3e round. Je me rappelle pas, non? Ben oui, ces hommes de coin là, ont décidé, on a demandé qu'elle voulait plus y aller, puis ils l'ont poussé au 5e round, puis c'était du dommage qu'elle n'aurait pas dû avoir, là, mais ce combat-là aurait dû être arrêté au 3e round. Elle se faisait démonter complètement. Donc, mauvais. C'est vraiment mauvais travail de ces hommes de coin qui n'ont pas protégé leurs combattantes. Ça aurait pu se terminer bien avant. Oui, OK. Donc, non, pas Valentina Shevchenko, mais Amanda Nunes, dominante. Là, elle défend sa ceinture à 135 livres. Je vous rappelle qu'elle est également championne à 145 livres. Est-ce qu'elle va un jour défendre cette ceinture-là? Il n'y a rien de moins sûr. Et important de mentionner aussi que c'est que Germaine de Randamie et Amanda Nunes s'étaient également affrontés il y a 6 ans. Novembre 2013. Et Nunes avait passé le KO au premier round à de Randamie. Une jeune Amanda Nunes. Et ça, c'était en 2013. Ça fait 6 ans de ça. Et entre les deux, on va se le dire, Nunes s'est beaucoup plus amélioré que de Randamie. De loin. Pas mal. De loin. On est d'accord. De loin. On verra bien. Donc, ça risque d'être très intéressant. C'est le 3e combat de championnat. Un autre combat qui nous intéresse. Et c'était une question d'Anthony Leclerc qui nous a écrit durant la télédiffusion du gala de l'UFC Washington. Il t'a écrit cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de José Aldo à 135 livres? Parce que José Aldo,
qui a été champion pendant si longtemps, un des meilleurs poids-plumes de l'histoire de l'UFC, veut essayer de relancer sa carrière. Vous voyez des photos. Et là, depuis que cette photo-là est sortie, les gens disent ça va pas bien, José Aldo. Là. Pourquoi est-ce qu'il subit ça? Pourquoi il se fait subir ça à lui-même? Et qui a de l'air magané, ça a l'air pénible de faire 135. Sur la première photo, l'autre photo, on ne sait pas c'est quoi le contexte. C'est peut-être finir d'un gros entraînement, il est fatigué. Mais c'est pas sur les photos que moi je me base. C'est sur sa nutrition qui est sortie. Il mange 2 livres de salade par jour. C'est tout ce qu'il mange. C'est pas une nutrition d'un athlète, ça. Non. On s'entend, là, ça marche pas, là. Et il y a des nutritionnistes comme Mike Dolce qui ont sorti, puis les autres, en voulant dire, en montrant des photos, puis en voulant dire, s'il vous plaît, faites pas ça. Faites pas ça. Entourez-vous du monde qui connaît ça. Et les Brésiliens, depuis le début, depuis la fin des temps, ont toujours eu de la difficulté avec la nutrition. Ils veulent pas engager quelqu'un qui s'occupe de leur nutrition. Okay. Nova Union, ça est arrivé souvent. Renan Barros, José Aldo, tout le monde qui vient de Nova Union, ils n'ont jamais eu quelqu'un j'allais dire intelligent, mais c'est pas ça, mais quelqu'un qui est spécialiste voilà. Là-dedans, qui s'occupe de leur nutrition. Ils font toujours ça eux-mêmes et souvent, ça a donné des résultats dévastateurs. C'est vraiment pas bon. Puis, écoute, c'est pas sain faire ce qu'il mange présentement pour un athlète. C'est vraiment pas bon. Et Mike Dolce, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Des fois, il y a des techniques, je suis pas d'accord avec lui, mais la plupart des affaires qu'il dit, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il dit là-dessus, c'est qu'il a tout à fait raison. Il parle pas que moi, je ferais mieux en parlant de lui-même, mais il dit c'est tellement dangereux. Cette technique-là est dangereuse. Entourez-vous donc du monde. Puis il y en a qui voient ça comme une dépense. C'est pas une dépense, tu t'investis dans toi-même. Quelqu'un qui connaît ça, tu n'as plus besoin de penser. Il va faire ta bouffe pour toi. José Aldo, il y a de l'argent pour payer quelqu'un pour faire sa nutrition. On s'entend. C'est plus ça, moi, que je trouve dommage. En tout cas, on espère qu'il va être. Je ne souhaite pas de mal. Là, sauf que, non, on va le voir cette semaine. On va le voir dans les différentes vidéos qui vont sortir, dans les différentes capsules qui sont produites par l'UFC. On va le voir dans les entrevues qu'il va donner cette semaine, comment ça se passe. On va le voir à la pesée vendredi matin, comment ça va se passer aussi. On se base sur 2 photos, sur quelques textes. Peut-être qu'on est dans le champ gauche, puis peut-être qu'il va relancer sa carrière justement à 135 livres. C'est l'opinion de Conor McGregor qui lui a commenté. Plusieurs personnes disaient mais qu'est-ce qu'il fait là, José Aldo, que ça n'a pas l'air de fonctionner du tout. Puis que McGregor est arrivé avec une voix discordante de tout ça. Puis on sait que McGregor, s'il y en a un qui mettait son corps à rude épreuve pour descendre à 145 livres, c'est McGregor. Là. Il avait l'air d'un mort-vivant. Puis il a dit non. Ça prouve que ce gars-là est allumé, ça prouve que ce gars-là est déterminé à relancer sa carrière. Et peut-être qu'en étant plus léger, il va avoir une meilleure force de frappe. Tu sais, il amenait tous les arguments contraires. Donc, non, mais Conor, il est pas con, là. Conor, là, José Aldo gagne, là. C'est bon pour lui, il l'a knocké en 13 secondes. Fait que c'est sûr qu'il va encourager tout le monde qui a knocké à gagner parce que ça lui donne de la valeur. Ça augmente sa valeur à lui. Ça augmente sa valeur. À un moment donné, il faut voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui est écrit. L'intention derrière ça. Moi, c'est le même que je vois ça. Puis, moi, toutes les fois que je décrivais des combats du monde que j'avais battu, j'étais bien content qu'il gagne, là, parce que ça me donnait de la valeur à moi aussi. Donc, moi, je vois plus ça de même du côté de Conor que vraiment une tape dans le dos et dire « Let's go, José ». Ça sera contre Marlon Moraes, qui est aspirant numéro 1, lui, à 135 livres. A perdu son dernier combat, mais c'était contre le champion Henry Cejudo. Donc, Moraes, très heureux, lui, d'affronter une légende comme José Aldo. Et un combat pour les Mexicains, mais pour les Brésiliens. Ce combat entre 2 Brésiliens risque d'être très intéressant. Oui. Et je pense que ça va être aussi un bon... On devrait en avoir pour notre argent. Là. Si Aldo est capable de... c'est ça dépend. Si Aldo a de l'énergie, si Aldo arrive dans ce combat-là prêt et énergique, justement, Moraes est un gars également assez rapide, 2 ceintures noires en jiu-jitsu, 2 gars qui ont un très bon Muay Thai. Ça risque d'être difficile à prédire, là, en fait, qui peut gagner ce ça dépend toujours comment que José va arriver. C'est ça. Je pense que c'est vraiment en train de crever sa balance. L'aspect, je pense, qui va vraiment être à surveiller dans ce combat-là. Rapidement, Petr Yan contre Uriah Faber. Yan qui est 4e à 135 livres. Uriah Faber qui est revenu sorti de sa retraite. 40. Gros KO contre Ricky Simon, c'était il y a quelques mois, maintenant 12e. Et là, bon, ce combat-là, est-ce que Faber, justement, a ce qu'il faut pour battre cette vedette montante-là qui a vraiment un bon coffre à outils? Mais aussi,
et c'est peut-être plus là que je veux m'en aller. Faber dit, si je gagne, je pense que je mériterais de me battre contre Henry Cejudo pour le titre. Et je veux avoir ton opinion là-dessus, Pat. Est-ce que, de par ses accomplissements passés, tu serais correct avec ça, de voir un gars comme Urijah Faber qui sort d'une retraite, mais qui a juste 2 victoires, passer tout le monde dans la ligne, couper la ligne et aller affronter le champion? Ben, même si je suis d'accord ou pas, c'est ça qui va arriver. C'est ça qu'ils vont faire, tu penses? Parce que Urijah Faber, ça a été un des meilleurs vendeurs de l'organisation. Urijah Faber a été champion par tout ce qui a passé, à l'exception de l'UFC. Je pense qu'il y a eu 5 combats de championnat du monde à l'UFC, puis ils les ont tous perdus. Peut-être qu'on va leur donner une dernière chance. Mais ça, là, c'est s'il passe Peter Yang. C'est ça. Il y en a, écoute, hey, il y en a plein les bras, là, Faber. Là. Peut-être que ce nom-là vous dit pas grand-chose, c'est en même classé 4e, là, mais je vous le dis, là. Ça va être extrêmement difficile pour Faber. Puis s'il y en a qui pensent que Faber va passer à travers facilement, là, même si on dit qu'il ne faut pas se fier au classement, moi je vous le dis, là, c'est un très très gros défi pour Faber, même s'il est en shape incroyable là, pour un gars de 40 ans. Il reste que, écoute, il va se pogner contre une future vedette. Il faut qu'il arrive là, puis qu'il joue son jeu, puis qu'il réussisse peut-être à lutter son adversaire aussi, mais c'est un Russe, fiche de 5-0. Dernière victoire, c'est au mois de juin contre Jimmy Rivera. Décision unanime. Facile, a gagné ce combat-là facilement. Sinon, il a battu John Dodson, Douglas Andrade, Jin Soo-son. Depuis qu'il est à l'UFC, il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter. On le comparait souvent, parce que c'est la nouvelle vague là, de vedettes qui viennent de Russie. Puis là, ça fait un petit... C'est ça, on ne l'a pas vu depuis 7 mois, là, Peter Yan, mais pendant un certain temps, il y avait Yan à 135 livres, puis il y avait Magomed Sharipov à 145 livres. On disait que c'est vraiment les 2 Russes là, qui arrivaient, là, qui pouvaient devenir champions dans leur catégorie respective. Puis on disait, à quand tous les champions russes à 135, à 145 et à 155 avec Khabib? Là. Donc c'est cette nouvelle vague-là là, de combattants russes ultra bien conditionnés. Pas de faiblesse apparente, là, ces gars-là. Là. Puis le gars qui attend son combat de champion du monde face à Cejudo, c'est Joseph Benavidez. Ouais. Et Benavidez... À 125 livres, lui. Oui, exactement, à 125 livres. Et ça va dépendre de Cejudo, qu'est-ce qu'il veut faire. Cejudo, il a de l'air bien correct de s'asseoir sur ses 2 ceintures et de pas trop les défendre. C'est ça. C'est fait opérer. C'est fait opérer. Mais il reste que, si je me trompe pas... Benavidez, je ne sais pas s'il a quitté Team Alpha Male, je me renseigne un peu plus, mais dans son dernier combat, il n'y avait pas les mondes de Team Alpha Male dans son coin. Est-ce qu'il y a eu quelque chose que mais s'ils sont amis encore, avec les deux Faber, super proches, là, tu sais, Faber gagne, on a comme un clash. Là, les deux veulent la même chose. Là, exactement. Près, là, donc, tu sais, c'est ça qui arrive aussi. Donc, voilà, pour l'UFC 245, je vous rappelle, présenté à RDS la sous-carte à 20h ce samedi, à la télé à la carte par la suite avec Jean-Paul et Pat à 22h. Il nous reste quelques minutes seulement, Pat, pour parler des actualités. Une question de Joe, en fait, parce que je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais Johnny Walker, en fait, je pense que c'est Firas Zahabi qui a dit je vais appeler Johnny Walker pour l'inviter au Tristar. Je pense que ça pourrait être bénéfique pour lui de venir s'entraîner avec nous. Johnny Walker, on sait qu'il a perdu son dernier combat, mais une super vedette à 205 livres, une vedette en devenir. Là. Et là, a eu son premier échec à l'UFC. Et là, Firas Zahabi a dit viens, on va t'aider, puis on va t'entourer, tout ça. Et là, Joe nous demande est-ce que Firas Zahabi, si Johnny Walker vient à Montréal, avec les Georges, avec les Rory McDonald, avec Kevin Lee maintenant, Olivier, tout ça, est-ce que Tristar est rendu le meilleur gym au monde? Est-ce que Firas est le meilleur entraîneur au monde et tout ça? Je pense que Firas, sans contredit, un des très bons, un des meilleurs entraîneurs au monde. Mais je me suis mis à regarder toutes les équipes là, aux États-Unis. Je pense que il y en a des très bonnes partout. C'est ça qui arrive. American Top Team, juste par le volume et le nombre de champions qu'ils ont, le nombre d'anciens champions qu'ils ont, c'est dur à déloger comme coach équipe est numéro aussi 1. Bon que ses élèves qui performent. Tu comprends? Donc, puis sans rien enlever à personne, mais tu sais, des gars comme Georges Saint-Pierre, puis il a été guidé dans la bonne voie, mais c'est des gars comme ça, on fait... Tu sais, c'est lui qui a mis Tristar sur la main. Oui. C'est pas Firas. J'adore Firas. C'est pas cette question-là. Il reste que
et Firas, c'est une question d'approche de combat. C'est une question de psychologie du combat, philosophie du combat qui est très, très fort. Est-ce que c'est les meilleurs coachs de la planète? Non. Est-ce qu'il y en a un meilleur coach de la planète? Non. Il n'y en a pas un meilleur coach de la planète. Tu vas trouver l'équipe qui est bonne pour toi. Il y en a qui sont super bons. Il y en a qui sont bas, qui ne seront pas capables de t'entraîner avec. Puis il y en a qui vont être bons s'ils changent souvent d'équipe. Effectivement. Mais ça dépend toujours de l'équipe que tu as aussi. Tristar, ça a toujours été une bonne place pour venir s'entraîner. Il y a des combattants de partout dans le monde qui sont venus s'entraîner là. John Jones est venu s'entraîner. Lorsque George s'entraînait à Albuquerque aussi avec Team Jackson puis John Wicklejohn, les autres faisaient beaucoup d'échanges. Ils venaient s'entraîner ici, les autres venaient s'entraîner là-bas. Donc, tu sais, faut que tu trouves ta place à toi, que tu es bien confortable. Est-ce qu'il y a un coach meilleur qu'un autre? Il y en a, oui. Mais est-ce qu'il y en a un qui est par-dessus tout le monde? Absolument pas. Non, c'est ça. Il ne faut pas oublier que Ferraz a fait ses classes avec, justement, tu l'as dit, Mike Winklejohn et surtout Greg Jackson à Albuquerque. Ferraz, c'est de ces gars-là qui a appris. Et cette équipe-là, Jackson Wing est encore très forte. Tu prends des gars comme Rufus, Duke Rufus à Milwaukee. a.k.a. American Kickboxing Academy, Javier Mendez, très fort avec Cain Velasquez, Daniel Cormier, Habib. Des gars comme Henry Hoof qui est spécialiste combat debout. Des gars, tu sais, faut que tu trouves ta maison à toi. Puis après ça, si ça fit, tant mieux. Mais il reste que c'est un excellent entraîneur. Mais c'est pas juste une question de qualité physique. C'est une question rendu à ce niveau-là, tout le monde est bon. C'est une question d'approche, je pense, philosophique d'un combat. Puis Firas est très, très bon là-dedans. Juste mentionner, si vous n'avez pas vu ça passer, Brian Ortega, déchirure partielle du ligament croisé antérieur, ne pourra pas se battre la semaine prochaine, donc le 21 décembre du côté de Busan, remplacé par Frankie Edgar qui va affronter le Korean Zombie Chan Sung-Young. Cette carte-là va être présentée à RDS en différé à 19h samedi le 21 décembre parce que bien sûr, nos deux Québécois, Charles Jourdain, Marc-André Barriot, vont se battre. Également Cyril Gann, le Français qu'on connaît bien ici. Oui, ils sont partis aujourd'hui. On est mardi aujourd'hui. Marc-André Barriot et Charles Jourdain sont partis ce matin. Ils ont pris l'avion, 14 heures d'avion pour aller au Japon. Après ça, ils s'en vont en Corée. Ils sont partis aujourd'hui pour faire la préparation, arriver là-bas, être prêts avec le décalage, puis comprendre comment ça va marcher là-bas. J'imagine qu'en Corée, c'est pour la bouffe. Charles nous en parlait, comment ça va fonctionner pour la bouffe. C'est pas les mêmes aliments, tout ça. Là, donc, exact. Donc, ils sont partis ce matin. On leur souhaite la meilleure... je ne vais pas dire. On leur souhaite le meilleur combat possible. Et on l'espère qu'ils vont revenir avec une victoire. Surtout... pas surtout Marc-André, mais pour les deux. Je veux dire, Marc-André en a très, très besoin. Mais il reste que les deux, on va être là. Puis, je ne cherchais pas l'impartialité dans mon camp quand je vois tu l'avoues, c'est bon. Écoute, il n'y en a pas. Moi, mon cœur est avec eux autres. Puis, je souhaite de tout mon cœur qu'ils reviennent avec la victoire. Ce sera donc diffusé à RDS. Et pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller sur rds.ca. Ma collègue Audrey Roy a fait une entrevue avec Charles juste avant son départ. Très bon texte sur le rds.ca dans la section UFC. Pour nous écouter, c'est bien sûr également sur le rds.ca/balado diffusion sur l'application RDS et sur l'application également iHeartRadio. Vous allez retrouver notre podcast Dans la cage et également tous les podcasts de RDS sont disponibles sur cette plateforme-là. Bon UFC 245, tout le monde. Bon UFC 245, Pat. Yes. J'ai très hâte qu'on en reparle la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va également mettre la table pour l'UFC Busan. Ce sera la semaine prochaine notre dernier épisode de 2019. Donc également notre palmarès de l'année. Soyez là la semaine prochaine. Autre grosse émission, autre gros podcast qui s'en vient. Pat, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.